professeur des universités à l'université de Sfax. J'ai travaillé pendant 5 ans à Alfa Laval, France. Et actuellement, je suis consultant, expert sur plusieurs organismes. Je suis auditeur avec SGS sur les normes classiques ISO 9001, ISO 22000, 14001 et 45001. Je suis aussi évaluateur responsable d'évaluation dans plusieurs organismes d'accréditation et je travaille pour quelques organisations internationales. Je me focalise de plus en plus sur l'huile d'olive. Je connais à peu près une grande partie de l'industrie tunisienne sur le conditionnement de l'huile d'olive. Une partie d'eux sont présents ici, que je les connais, que je les salue. Et on a eu des bonnes expériences en Tunisie. On va essayer maintenant de généraliser cette bonne expérience, Inch'Allah, sur les autres unités. Alors, pourquoi le management stratégique en matière de reconnaissance? C'est très simple. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi la reconnaissance et la certification, quels sont les choix disponibles pour tout le monde et quelle stratégie que vous devez adopter par rapport à votre situation en tant qu'industrie de conditionnement de l'huile d'olive. La première question qu'on va se poser, pourquoi le management stratégique? Pourquoi on doit réfléchir sur le futur? Moi, je résume ça en 3 points, très rapidement. Premièrement, les clients sont de plus en plus exigeants et de moins en moins fidèles. J'explique ça. Ça veut dire que vous avez un client qui achète de chez vous cette année-là, l'année prochaine, si vous ne respectez pas les exigences, il part chez quelqu'un d'autre. Et vous savez très bien qu'on est dans un domaine très concurrentiel. Ça veut dire que ça peut changer du jour au lendemain. Donc vous avez intérêt à avoir une planification stratégique claire et nette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'obsolescence des métiers, et des techniques et des technologies. Je donne un exemple ici. Je donne 2 exemples, un exemple anecdotique et un exemple professionnel. Je vais parler de l'exemple anecdotique. نحن 20 سنة التالي اللي ياخذ تاكسيفون ويحل تاكسيفون هو المستقبل. وي ولا؟ مشروع ناجح جدا. خاطر رخصة نتاع تاكسيفون سي فيني. Dans 10 ans, voilà le chômage. Ça. Si on fait une translation, on va se trouver dans la même situation. Aujourd'hui, on a une industrie qui exporte de l'huile d'olive. Son système de traçabilité est basé sur des registres documentaires et tout. S'il ne s'inscrit pas dans la blockchainisation, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée ou non? S'il ne s'inscrit pas dans la blockchainisation dans 2-3 ans, il sera déjà obsolète. La blockchainisation, c'est IBM qui a mis ça, et vous devez vous mettre très rapidement à ça, très rapidement. Donc vous voyez très bien qu'il faut avoir une vision stratégique très rapide pour ne pas se trouver dans la situation de monsieur du taxifone. On est bien d'accord. Le troisième point qui est très important, c'est l'ouverture des espaces nationaux vers une mondialisation totale. Alors, le secteur de l'huile d'olive, je discutais avec Sichilev ce matin, et il me dit on a de la chance, et je vais réitérer ses propos, on a de la chance que le secteur de l'huile d'olive, c'est un secteur libre aujourd'hui. Il faut le comparer par rapport à d'autres filières comme la filière lait ou la filière avicole et tout, où on n'a pas cette liberté. Maintenant, il faut qu'on assume nos responsabilités par rapport à cette liberté. Et il faut qu'on se prépare par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je parle du management stratégique. La deuxième partie du titre de l'intervention, c'est la reconnaissance. Alors, pourquoi la reconnaissance? Ça, c'est une question qui revient souvent. Si on va vendre notre huile en Tunisie, on a besoin de quoi? On a besoin d'un statut légal, on a besoin d'une bonne réputation au Chaoubé, et on a peut-être besoin de quelques reconnaissances nationales. On peut se connaître, on se connaît, il n'y a pas de souci. Mais du moment que vous partez sur le marché international, si vous êtes sur l'export, les choses vont changer tout de suite. Pourquoi ils vont changer tout de suite? Parce que tout simplement, le marché il a ses spécificités et surtout le client n'a aucune idée sur les conditions de production. Il ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Vous avez un client au Brésil, vous allez lui envoyer une bouteille d'huile. Quelle est l'information qu'il a sur cette bouteille? Aucune information. Il n'a pas la possibilité de visiter votre moulin. Il n'a pas la possibilité de visiter votre entreprise. Donc il faut lui donner un message. Alors moi je vous pose une question. Vous avez tous fait des foires et je suis sûr et certain que vous avez rencontré cette question. Sûr. Dès que vous avez un client qui se présente, il va vous poser la question, Madame, vous êtes qui?
qu'est-ce que vous avez comme reconnaissance? Ça. Et à partir de là, le problème il commence. On est bien d'accord? Cette question, si ça veut dire, sûrement il a eu cette question. Donc, dès que vous avez un client qui se présente à votre stand, il va vous poser la question, vous êtes qui? Quelles sont les reconnaissances que vous avez? Est-ce que vous avez des reconnaissances? Et c'est à partir de là que nous, on doit faire le choix, quel type de reconnaissance et quel type de certification qu'on doit faire. C'est pour cette raison, dans la suite de cette présentation, je vais me consacrer sur 3 questions. Première question, quel type de reconnaissance on doit choisir? Et ça, c'est une question, je vous dis la vérité. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent, oui, c'est Mohamed Ali, je veux me certifier ISO 9001. Oui, je lui dis, pourquoi l'ISO 9001? Si on fait un choix, il faut que ça soit argumenté, que ça soit fondé commercialement. On va voir comment. On va le voir. On va voir, ça dépend de votre marché, ça dépend de votre situation, ça dépend de la taille de votre entreprise, ça dépend du contexte de votre entreprise. Deuxième point, selon quel référentiel on va choisir? Est-ce qu'on va partir vers l'ISO 22000? Est-ce qu'on va partir vers l'IFS? Est-ce qu'on va partir vers la BRC? Est-ce que je vais faire une certification Halal? Est-ce que je vais faire une certification cochère? Est-ce que je vais me faire accréditer? Où s'orienter? Ça, c'est une question qui est très importante aussi. Troisième question à quoi on va répondre, qui va nous certifier? Qui va nous reconnaître? On est bien d'accord. Alors, on va commencer par la première question. Quels sont les types de reconnaissance? Je vais essayer de simplifier les choses. On peut reconnaître la compétence. Et du moment qu'on reconnaît la compétence, on parle de l'accréditation. L'accréditation. C'est nos laboratoires. Lorsque je dis compétence, ça veut dire qu'on parle d'une compétence analytique. Je ne vous cache pas, la prochaine guerre, c'est une guerre de compétences. Je discutais avec les collègues tout à l'heure. Vous analysez votre huile et vous dites que votre acidité, les O3 et votre indice de peroxyde, il est de X et tout. Pourquoi voulez-vous que les gens vont croire? Pourquoi? Ils vont vous dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne valeur? On va vous faire une contre-expertise. Et si vous leur donnez un certificat où il y a le logo de TUNAC et que vous êtes accrédité et le TUNAC il est reconnu par l'ILAC à l'échelle internationale, à ce moment-là, on va vous dire, ah, l'analyse c'est sérieux. Donc la première voie de développement, c'est la voie de l'accréditation. Deuxième reconnaissance possible, c'est la certification produit. Certification produit, ça englobe tout. Le bio, le halal, tout type de certification produit. Donc on va certifier quoi? On va certifier le produit lui-même, la même touche, lui-même. Troisième type de reconnaissance, c'est la reconnaissance système. Et là, on peut reconnaître vos systèmes de management, votre façon de gérer la qualité, votre façon de gérer la sécurité denrées alimentaires, votre façon de gérer l'environnement, votre façon de gérer le côté social. Ça dépend. Là, on parle d'une certification système. Les 3 types de reconnaissance sont possibles et les 3 types, vous allez voir après, nous, en tant qu'opérateurs dans le domaine de l'huile d'olive, les 3 types nous intéressent beaucoup. Et on aura besoin de ces 3 types. Alors, la deuxième question, selon quoi on va vous reconnaître? Ça va être dû à quoi? Alors, la première source, c'est l'autorité compétente. Lorsqu'on va faire la certification bio, par exemple, on a un cahier de charge sur lequel on va vous certifier. La deuxième source de normalisation, et l'unique en Tunisie, c'est l'INNORPI. L'INNORPI, c'est eux qui vont éditer les normes tunisiennes. Mais ça reste à l'échelle de la Tunisie. Nous, on veut aller un peu plus loin. La troisième source, c'est l'ISO. L'ISO, c'est quoi? L'ISO, c'est quoi? L'ISO, c'est la Fédération des organismes de normalisation nationaux. Ça veut dire, lorsque vous allez vous présenter au Sénégal, et vous allez lui dire, je suis certifié ISO 22000, il sait très bien que c'est une norme internationale, il sait ce qu'il y a dans ce référentiel-là. Si vous lui dites, je suis certifié la norme tunisienne NT 116X02,
Hein, ça ne veut rien dire pour lui. Donc ça, c'est une source de normalisation internationale. On peut avoir aussi l'OMC, l'OCDE, qui peuvent avoir des textes et des exigences qui nous permettent aussi de favoriser cet échange-là. Qui, maintenant, qui va accréditer? Si vous voulez accréditer votre laboratoire, il faut s'orienter vers le TUNAC. المجلس الوطني للاعتماد. مفخرة في تونس. مفخرة علاش؟ Parce que création par Hotsein, reconnaissance internationale 2008, le premier organisme reconnu arabe et africain à part l'Afrique du Sud. C'était le TUNAC. Maintenant, on est en train d'exporter cette expérience. Donc, il a une très très bonne réputation à l'échelle internationale. Donc, et essayer d'acheter un service analytique accrédité ou d'installer des laboratoires accrédités dans vos unités. D'accord, c'est ça. On est bien d'accord. Qui, maintenant, peut certifier aussi? Alors, certification système ou certification produit, vous avez une panoplie d'organismes qui opèrent en Tunisie. SGS, AFAC, Veritas, TUV, tout ce que vous voulez. Tous ces organismes-là, ils font quoi? Ils peuvent certifier deux choses. Ils peuvent certifier vos systèmes ou bien ils peuvent certifier vos produits et vos services. On est bien d'accord? Alors, dans tout ça maintenant, tout ça, ça nous donne ce schéma-là qui s'appelle le schéma général de reconnaissance d'une façon générale. Il faut prendre la législation, donc c'est l'État. Ensuite, on va avoir les organismes d'accréditation. Je connais l'accréditation, il accrédite quoi? Des compétences. On a trois types de compétences. Il y a la compétence analytique, les laboratoires. Il y a les compétences d'inspection. Il y a les compétences de certification. Donc, si vous allez vous faire certifier, il faut que l'organisme certificateur, le législateur comme Chikoun, il compte déjà accrédité. Mais quand on a un laboratoire dans l'industrie qu'on veut faire reconnaître, on doit le reconnaître par la norme ISO 17025. Nous, on est où? Nous, on est ici. Ah, on a oui, si on veut certifier notre produit, il faut s'orienter vers un organisme de certification accrédité. Si on veut certifier notre système, pareil. Si on fait appel à des organismes d'inspection, et je vous conseille que ça soit accrédité. Et si vous voulez orienter vers des laboratoires ou installer vos propres laboratoires, il faut que ça soit accrédité. On est bien d'accord? Ok, ce schéma-là, il est valable, mais c'est un schéma très général. Parce qu'il s'applique pour les yaourts, et il s'applique pour le lait, et il s'applique aux sociétés de transport. Sauf que nous, on parle de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un produit alimentaire. Donc on va avoir des exigences supplémentaires. Ok. Y a-t-il des spécificités dans le domaine agroalimentaire? Oui, il y a des spécificités dans le domaine agroalimentaire. Première spécificité, c'est les gens qui organisent, mon merci, FAO et l'OMS, qui publient une publication conjointe qui s'appelle le Codex Alimentarius, qui est une source très très importante d'informations dans le domaine. C'est le truc sur Internet. Alors, deuxième source maintenant qui est très importante, et là je vous demande votre attention, c'est le GFSI. C'est qui le GFSI? Le GFSI, c'est le Global Food Safety Initiative. Alors, j'essaie de clarifier les choses. Les grands de l'agroalimentaire et surtout les grands de la distribution, je vais citer des noms, Walmart, Carrefour, Géant, tout ce que vous voulez. Ils ont dit, ok, l'ISO 22000 c'est bon, mais ça ne nous suffit pas. On a d'autres exigences que vous devez respecter. Et c'est là où ils se sont mis ensemble dans une association qui s'appelle le GFSI. Et ce GFSI, il a édité une série de normes. Et il vous dit, si vous voulez un contrat avec moi, il faut que vous serez certifié selon mes normes. Quelles sont le bouquet de normes du GFSI? On peut trouver la BRC, on peut trouver le Prémus GFA, le FSSC, le Global Gap. Alors j'ai eu une question tout à l'heure sur l'agriculture. Oui, on peut certifier selon un référentiel de GFSI qui est le Global Gap. Ça, c'est une certification qui a beaucoup d'importance au Canada, par exemple. Mais pour des produits
d'agriculture. On n'est pas dans l'industrie là, de production agricole. Lorsqu'on parle maintenant de conditionnement et on parle de beaucoup de choses, là on va se trouver tout de suite dans deux normes. Alors on a le GAP et on a l'SQF, mais là on va se trouver tout de suite dans deux normes qui est la BRC et l'IFS. Pourquoi la BRC et l'IFS? C'est simple, anglophone, franco-allemand, mais je vous le dis dès maintenant, avoir le BRC ou l'IFS c'est la même chose. Maintenant si vous voulez mon avis, avec l'expérience vécue, aller vers la BRC c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'elle est reconnue partout. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous allez en Angleterre, vous allez où vous voulez. La BRC, elle représente réellement la norme phare des normes de sécurité, de management de la sécurité denrées alimentaires pour le GFSI. On est bien d'accord. Tout ça, ça nous donne ce schéma-là. Oui, c'est un peu choquant, mais c'est comme ça. On a l'ISO, où on a tous les organismes de normalisation qui sont derrière. يستمد الشرعية بتاعه les organismes de normalisation, mais on a aussi les normes GFSI اللي يستمدوا الشرعية بتاعهم. Bien d'accord, parce que moi je suis une grande distribution, si je vous dis vous allez m'envoyer 5 conteneurs par mois, vous allez être content. Mais je vais vous dire oui, c'est bien, mais il faut être certifié BRC, sinon je ne l'accepte pas. Ce qu'on appelle les normes moyens. C'est des normes contractuelles. Ça veut dire que là, la motivation derrière, c'est une motivation commerciale. Et c'est là, c'est les normes GFSI. C'est bien ça, mais aussi ça, il y a derrière ça. Et c'est à vous de choisir. Moi, je vous dis absolument bien. C'est à vous de faire votre choix. Ça dépend de votre situation. C'est pour ça, dans le questionnaire, on vous a mis, est-ce que vous avez des contrats avec la grande distribution? Est-ce que vous avez des contrats de ce genre? Est-ce que vous voulez aller vers ce type de certification? Le nouveau maintenant, ce qui est nouveau, c'est que même les entreprises où on a des marchés de niche, ça veut dire les petites épiceries, les produits de luxe et tout, pour la sécurité de denrées alimentaires, ils vous disent, nous on veut que vous soyez certifié BRC. Donc vous voyez très bien que le BRC, c'est la meilleure norme qui va à toutes les personnes qui sont présentes ici. On est bien d'accord. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui commercialise des huiles d'olive dans des bouteilles, la BRC, ça devient quelque chose de basique et obligatoire. Alors, l'état des lieux en Tunisie aujourd'hui, honnêtement, à ma connaissance du marché tunisien, si on parle du passé, le passé, Chalinafi, c'est le passé, conduire sans se poser de questions, ça veut dire, présent, actuellement. On a des entreprises qui maîtrisent les bonnes pratiques d'hygiène. On commence à en parler. Ça va bien. On parle de l'ISO 9001 et l'ISO 22000. On a beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, les entreprises que j'ai accompagnées sur la BRC, la moitié ont déjà l'ISO 22000. Et ils se sentent à un certain moment que c'est sont limités. Donc ils passent à la normalisation au-dessus. Alors l'avenir maintenant, cela dépend des marchés. Et je vais essayer de développer ça avec vous. On est bien d'accord. Si vous comptez aller vers le marché européen, qu'est-ce qu'il me faut? Tout d'abord, et ça ne se discute pas, et je n'accepte aucune discussion, c'est dangereux, il faut respecter la législation. Il faut que l'entreprise maîtrise la législation européenne. Lorsque je dis législation, c'est l'étiquetage, c'est les qualités nutritionnelles. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. On ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. La législation tunisienne et la législation européenne ne sont pas identiques. Pareil pour d'autres pays. Donc, je vous conseille de prendre votre temps de vérifier la législation. Et de vérifier, j'ai bien dit de vérifier. Deuxième chose, si vous voulez attaquer le marché européen, forcément, il faut avoir des certifications de type BRC, IFS. Ça devient maintenant une nécessité. Dès que vous approchez de l'opérateur européen sur l'huile d'olive, il va vous dire attendez, maintenant. Vous lui dites voilà, non, si vous n'avez pas la BRC, c'est très difficile d'accéder à ces marchés-là. Je parle de conditionnement, je parle des bouteilles, de la distribution.
Je pense qu'on a une très grande opportunité aujourd'hui, comme l'a dit Sigel, sur le Brexit. On a les Anglais là qui nous ouvrent une petite porte. Avec 7700, donc c'est à vous d'aller exploiter ça, mais je vous le dis, hein, il faut avoir ça, il faut être outillé par ça. On est bien d'accord. Deuxième chose que vous aurez besoin en Europe, c'est la certification produit, de plus en plus demandée. Honnêtement, nous les Tunisiens, on a un effort à faire à ce niveau-là. Je vais récapituler après. On n'a pas beaucoup travaillé ici. On a très bien travaillé sur le bio, on n'a pas travaillé sur d'autres signes de qualité et sur d'autres appellations d'origine et compagnie. Maintenant, si vous êtes sur le continent américain, lorsque je dis le continent américain, ça veut dire les États-Unis, Canada et compagnie. Il faut être sûr et certain que vous maîtrisez le FESMA. Je suppose que vous avez une idée sur le nouveau acte. Donc la législation américaine a été rassemblée sur un acte qui s'appelle Food Safety Modernization Act, qui a été signé en 2009 par Barack Obama et qui est rentré en application en 2011, et dans lequel les Américains exigent que tout produit alimentaire qui rentre sur le territoire américain doit être identifié à la source. Et c'était une opportunité pour les Tunisiens. Parce que maintenant, peu importe la personne qui va acheter notre huile, il n'a pas le droit de commercialiser ça sur le marché américain s'il ne met pas l'huile tunisienne. Et les Américains, ils ont fait ça pas parce qu'ils nous aiment beaucoup, non. Parce que leur problème, ils doivent savoir l'origine du produit pour avoir une évaluation de dangers qui peuvent accompagner ce produit-là. On est bien d'accord. Donc c'est une opportunité pour nous. C'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la BR. Vous allez à Walmart aux États-Unis, vous lui dites je veux vendre de l'huile d'olive, il lui dit ok, sans problème. Mais est-ce que vous avez la BRC? C'est clair, systématique. Et on aura besoin aussi de la certification produit. Ça, c'est la deuxième destination. Maintenant, on va aller vers une autre destination. Je connais des gens qui connaissent très bien. La destination des pays du Golfe. Alors, si on va parler des pays du Golfe, on va parler de l'ISO 22000, ça peut suffire, ça peut suffire. On va parler de la certification halal. Tu ne peux pas passer sans la certification halal pour les pays du Golfe, même pour les autres marchés, parce qu'il y a des musulmans, mais surtout, je vais le dire doucement, il faut avoir un bon réseau. Chirvé. Il y a un partenaire fiable là-bas qui te permet de liquider ton produit. Jusqu'à maintenant, ça marche comme ça. Que les choses soient claires. Quatrième destination qui est très connue aussi par la population, l'Afrique. On en parle beaucoup. L'Afrique, c'est un potentiel énorme, très peuplé. Voilà, donc ça peut constituer une opportunité pour l'huile d'olive tunisienne, mais il faut savoir ce qu'on envoie en Afrique. Et il faut savoir aussi quelle qualité d'huile on va envoyer au pays du Golfe. C'est pas le fruité et compagnie, non, il y a d'autres exigences, il y a d'autres habitudes. Ils cherchent des huiles avec d'autres attributs. Pareil, en Afrique, vous aurez besoin de l'ISO 22000 et aussi vous aurez besoin d'un très très bon réseau de partenaires. Ça, je sais de vous donner vraiment la conclusion, pour ne pas pour gagner du temps, on va dire. Alors, après tout ça, ce que je crois réellement, honnêtement, ce que j'ai vu en Tunisie jusqu'à maintenant, parce que je suis très proche des opérateurs du filière oléicole, je pense qu'on a gagné le pari de la reconnaissance légale. Ça veut dire que maintenant, les entreprises qu'on a, on a des responsables qualité et on a des cadres qui sont sensibilisés par rapport aux exigences légales. On ne démarre jamais un marché sans demander quelles sont les exigences légales, réglementaires, et on prend le temps de faire ça. Et ça, c'est une très bonne chose. Sur la reconnaissance système maintenant. Sur la reconnaissance système, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts ici. Mais ici, on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Le nombre d'entreprises qui sont certifiées BRC dans le domaine de l'huile d'olive, je me la donne à l'aider. On n'est pas à des centaines. Et on n'est pas à 50. On est bien d'accord. Donc il faut faire des efforts à ce niveau-là. D'où notre objectif, c'est de renforcer
cette situation-là, il allait aider ces entreprises-là, les petites et les moyennes notamment, pour accéder à ce type de certification. Le troisième point qui est cher à moi, et je profite de la présence de tout le monde ici pour en parler, c'est la reconnaissance produit. L'enjeu dans les 5 années à venir, c'est la reconnaissance produit. Lorsque je dis reconnaissance produit, les appellations d'origine, les indications géographiques protégées, et ainsi de suite. Alors, l'état des lieux aujourd'hui en Tunisie. On est le premier pays producteur en bio d'huile d'olive, c'est bien. On a fait beaucoup d'efforts biologiques jusqu'à l'essoufflement. Tellement on a mis de l'effort, on a essoufflé le bio. قداش عندنا من appellation d'origine في تونس؟ فرصة. Une seule. قداش عندنا اسبانيا؟ 29. 29. Oui, c'est opérationnel, c'est opérationnel. Ça, c'est de la valorisation. Là, si on arrive maintenant à travailler sur ça, je pense que c'est une opportunité, une très très grande opportunité à ce niveau-là. Donc voilà l'état des lieux aujourd'hui où on est en Tunisie. Nous, dans le cadre de notre projet, nous on va se concentrer sur ça. Ça, je l'ai discuté juste pour sensibiliser les gens. Et on va se trouver directement dans la BRC. C'est quoi la BRC? Le BRC, le British Retail Consortium. C'est en fait un syndicat professionnel d'entreprise dans le commerce du détail britannique. Initialement, c'était ça. Donc les Britanniques, et Peter peut témoigner, je parle sous ton contrôle Peter, lorsque vous voulez parler de la BRC, c'est fini, c'est leur référentiel. C'est leur référentiel. Donc l'opportunité, la petite porte de l'Angleterre qui s'est ouverte, je pense que la clé s'appelle BRC. Impossible de rentrer là-bas si on n'a pas la carte et voilà. Je pense que c'est clair. Quel est l'objectif de la BRC? Très simple. L'objectif, c'est de spécifier les critères de sécurité de l'aliment, de l'authenticité, et ça c'est nouveau, les nouvelles versions de l'authenticité, et de la qualité du produit. On est bien d'accord. Toujours dans un but de protéger le consommateur. Ok? Ça, c'est le but de la BRC. Quel est le champ d'application de la BRC? Où on peut appliquer, quelles sont les entreprises qui sont touchées par la BRC? Je vous le dis tout de suite, surtout là. Alors, si vous allez attaquer ça, c'est la marque client, l'MDD. Là, c'est clair et net, ils vont vous demander la BRC. Il n'y a pas photo. Donc, parce que nous, on peut vendre notre huile ou notre bouteille d'huile ou notre bidon d'huile avec notre propre marque, la marque Ayadi, je ne sais pas, je fais comme ça. Et, ou bien, je peux vendre avec la marque de mon client, la grande distribution et compagnie. On appelle ça l'MDD. Ben, l'MDD, si vous allez partir sur l'MDD, la BRC, c'est obligatoire. Bien d'accord. Maintenant, même si avec votre marque, ça ne peut que vous donner de la force. On est bien d'accord. Bon, ça s'applique à tout type de produits alimentaires jusqu'à l'alimentation pour animaux. Ça, c'est nouveau aussi. Si on regarde un peu les dernières statistiques qui sont valables en février 2018, le nombre de certificats BRC en pourcentage par rapport au monde. Quelles sont les destinations qui sont les plus consommatrices d'une certification BRC? C'est l'Europe. Ensuite, l'Asie et l'Amérique du Nord. Donc vous voyez très bien que sur les marchés stratégiques dont Sichel a parlé au début, on se trouve directement dans cette monde-là. Ok? Wow. Une norme, ça évolue. Hein. Et la BRC aujourd'hui, c'est ça. Ça change beaucoup. Et Dieu sait, parce que la BRC, à chaque fois, elle nous ramène d'autres exigences. Ça évolue. Ça évolue par rapport au contexte international. Chaque fois qu'il y a une crise alimentaire,
le GFSI fait une mise à jour de... alors la dernière, c'est laquelle? La viande de cheval, au lieu de la viande bovine. Et là, hop, Food Fraud, Food Defense, et on a repris toute la série des normes GFSI mise à jour. Donc la norme, elle est toujours en mutation. Et nous, on va travailler sur la version 8. Donc la formation qu'il va y avoir dans les 3 jours à venir, ça va être la BRC ou BRC version 8. Quand est-ce qu'elle est parue? Elle est parue en août 2018, donc c'est la norme en vigueur jusqu'à aujourd'hui. On est bien d'accord. Le format du standard, vous avez une introduction, vous avez les exigences dans lesquelles on va trouver 9 chapitres. Chaque chapitre, il va prendre un chapitre pour le personnel, un chapitre pour le HACCP, un chapitre pour la direction, un chapitre pour le site, parce que la BRC, elle rentre dans le détail. Même le site de production, on va vous donner des exigences en détail. Le mur, il doit être comme ça, l'angle, il doit être comme ça, le sol, il doit être comme ça, et ainsi de suite. Donc les exigences sont des exigences très techniques et très détaillées. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, demain, et après-demain, et après-demain, de les détailler avec les responsables qualité et les gens de technique pour leur expliquer ces exigences-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été clair. Merci.